6h30 et nous sommes en direct. Merci d'être avec nous sur la RTS1. Bienvenue dans votre matinale Quinqueliba. Ravi de vous retrouver ce matin. Au menu, aujourd'hui sur le plateau, il est déjà en place. Notre invité, il est écrivain, le premier de ce matin. Il s'appelle Jean Dibndour. Il vient nous présenter Itinéraire d'un enfant d'Afrique. Voilà, je vous le montre déjà, c'est ce livre-là. On en reparlera. Il s'agit entre autres d'un livre autobiographique. Le bloc d'infos également avec Fanta Badji. Et vous retrouverez aussi Alioune Diop pour la revue de presse et la revue des titres. Voilà le menu de ce mercredi. Installez-vous confortablement. On démarre tout de suite et maintenant. Bon, coach Tandakha, avant de te laisser dire un mot sur la chronique de ce matin, de retour de Casamance, belle, on va dire, belle épopée, je ne sais pas comment dire ça. Tout à fait. Magnifique séjour peut-être. Magnifique région. C'est vraiment beaucoup de tendresse que j'ai pour cette région de Casamance, cette verte Casamance dont on parlera encore avec justement ces verts palétuviers, avec ces fromagers. C'était vraiment exceptionnel ce voyage. Ouais. Et tu étais avec les sapeurs-pompiers notamment qui nous ont aussi accompagnés. Ah oui, qu'on remercie au passage évidemment. Voilà, tout à fait, les sapeurs-pompiers avec l'adjudant-chef Mathieu, qui donc est le chef de ce centre-là et qui nous a véritablement procuré de très belles occasions pour la gymnastique au niveau des sapeurs-pompiers. Vous savez, c'est leur quotidien et chaque jour que Dieu fait, eh bien, c'est d'abord des pompes, des grimpés, etc. Et tout ceci pour maintenir la condition physique des hommes. Voilà les sapeurs-pompiers. Et de la danse aussi, hein, on a pu les voir chanter et danser hier. Bon, allez, quel sera le menu de ce matin? Alors, le menu de ce matin, encore de la gymnastique au sein des armées. Très bien. Alors, le sport et la gymnastique au sein des armées, c'est vraiment un grand amour. Oui, un grand amour dans la mesure où ça fait partie de la vie quotidienne des militaires. Vous savez, le militaire qui n'a pas une condition physique optimale perd 80% de ses chances de survie sur le champ de bataille. Et donc, voilà pourquoi le sport au niveau des armées est organisé sur une grande échelle. Et d'ailleurs, sur tous les échelons de la hiérarchie, eh bien, il y a le contrôle qui se fait semestriellement. Et je peux dire même que depuis le chef d'état-major général des armées jusqu'aux petits soldats, tout le monde pratique du sport. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle le COVAPI, le contrôle obligatoire de la valeur physique individuelle. Ça, c'est pour le maintien en condition physique des hommes au sein des armées. Très bien. On va retourner donc à Cap Skirring avec beaucoup de plaisir. Moi, j'ai un immense plaisir à en parler parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont restés. Et là, c'est pour parler de football. Voilà, mais avant, tu as rendu visite. Voilà, avant d'en arriver au football, nous allons tout de même faire un petit du côté de l'intendance. Et là-bas, ce sera de la gymnastique. Et là, je vais vous proposer justement ces éléments que vous suivez. D'ailleurs, c'est des étirements. Alors, vous voyez des gens d'abord en tenue militaire, mais d'autres qui sont en tenue de sport. Alors, tout ceci pour permettre justement de se maintenir en bonne santé. Vous savez, l'intendance, aujourd'hui, nous avons une armée avec beaucoup de femmes, évidemment, à l'instar des grandes armées. Ici, c'est l'épreuve du grimpé. Alors, vous savez, dans le grimpé, il y a une technique. Et cette technique, c'est quoi? Peut-être beaucoup ne connaissent pas. Et quand vous grimpez, quand vous tirez avec la main droite, il y a la jambe gauche qui réagit. Et quand vous tirez avec la jambe droite, c'est le bras gauche qui réagit et vice-versa. Alors ça, c'est une technique peut-être que certains ne connaissent pas très bien. Alors, allez chez les sapeurs-pompiers, on va vous dire exactement cette technique. Et c'est toujours le grimper, puisque vous savez, vous avez à escalader des murs, vous avez à faire des pentes escarpées, des falaises, etc. Et il va falloir avoir une certaine accoutumance aux futurs gestes du combattant, puisque ce qu'on appelle les gestes techniques du combattant sur le champ de bataille, alors il faudrait justement préparer tout ceci sur le terrain. Et donc voilà pourquoi, rien n'est négligé au plan professionnel et surtout dans le domaine du sport au sein des forces armées. Oui, en voyant le grimper, ça me rappelle quand même les cours d'éducation physique et sportive. Il y a l'épreuve du grimper à l'examen ou pas? Oui, mais c'est une option. Oui. C'est laissé quand même à l'appréciation du candidat. C'est à lui de choisir soit le grimper, soit une autre discipline, si mes souvenirs sont bons. Tu as choisi le grimper ou pas, toi? Ce sont des administratifs, mais qu'à cela ne tienne, à l'instar des autres hommes des armées, on y pratique régulièrement du sport. Alors,
regardez ceci. Il y a des femmes sur le film. Ah oui, des femmes et des hommes, c'est cet amalgame, puisque vous savez... Non, je pense pas. C'est compliqué. Hein? J'avais plutôt choisi le 100 mètres. Le 100 mètres, d'accord. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout facile. Alors. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout facile, hein, et certainement, notre ancien lutteur, chez nous également, vous avez souvent fait des grimpés pour vous faire des bras. Tout à fait, on a fait des grimpés, puis on a fait des sports classiques, la course, comme il disait, le saut en hauteur, le saut en longueur, donc c'était une discipline assez classique à l'époque. Exact. Pas évident, mais il y a une autre technique aussi pour grimper, hein. On peut enrouler les pieds. Oui, une autre technique pour grimper. Bon, c'est vrai que c'est encore beaucoup plus facile chez les dames, puisqu'on vous permet de grimper avec les pieds, alors que chez les hommes, il n'est pas permis de grimper, sauf avec les bras. Hein. Ah d'accord. Voilà. Ouais, merci pour la précision. Allez, on poursuit maintenant. On retourne à Cap Skirring et là, on va parler de football, puisque tu as rendu visite à un club de foot sur place. Oui, le club de Cap Skirring, là où il fait bon vivre véritablement, puisque vous avez pu constater toute cette oxygénation. Véritablement, c'est de l'air pur qu'on respire au Cap Skirring. Alors, je recommande à ceux-là qui n'ont pas encore visité le Cap Skirring d'y aller. Mais à contrario, Sarah, c'est véritablement tout sauf un terrain de football. Alors vous allez l'entendre, le cri du cœur du président du club, Mamadou Diallo. Alors dans ce terrain de football qui a façonné un excellent footballeur qui aujourd'hui fait les beaux jours du Casa Sport, il s'agit de l'avancant et buteur Aliou Badji. Alors c'est sur ce terrain qu'il a fait ses premiers pas, un terrain qu'il partage avec les animaux, les mécaniciens, les femmes de ménage, etc. Mais c'est du tout, il y a des crevasses, il y a véritablement des tas d'immondices. Mais de toute façon, nous allons découvrir. Mais là, je vous laisse avec le président Mamadou Diallo, c'est le président du club de Cap Skirring, qui va nous dire justement l'histoire de ce club. Le club a été créé vers les années 89. On a créé le club de Cap Skirring. Et depuis là, au début, on a démarré par les Navétanes, le mouvement Navétane, le mouvement populaire Navétane. Le problème du terrain de Cap Skirring, je crois qu'il dépasse largement les compétences de la municipalité. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que nous, ici, le Cap Skirring est un village qui est né juste après la création des hôtels Club Med et Payotte et autres. Donc, c'est des employés qui sont venus ici pour l'emploi, qui se sont installés et au fil de quelques années, aujourd'hui, c'est devenu un gros village. Donc je crois qu'il faudrait que l'État, on lance un appel au président de la République, s'il peut vraiment nous aider. Je crois que c'est seul l'État peut nous aider, nous, à avoir un terrain de foot. Mais la municipalité... Retour sur le plateau après cet extrait du président du club de football de Cap Skirring. Bon, on a eu l'occasion d'apercevoir un tout petit peu derrière lui. C'est le terrain, c'est ça? Voilà, c'est le terrain et vous avez entendu son cri du cœur qui demande peut-être un soutien du président de la République pour ce terrain, puisque de toute façon, il le disait, la municipalité ne peut pas leur octroyer ce terrain et donc ce sera peut-être le chef de l'État, puisque ça va être extrêmement difficile. Alors, est-ce que la fédération a les compétences pour un terrain? Moi je dis, avant même de passer le cap, il faut tenter d'abord la main à la fédération. Déjà, au Sénégal, rares sont les clubs propriétaires de leur stade. Est-ce qu'il y en a au Sénégal? L'Olympique de Ngor, par exemple, l'Olympique de Ngor a son terrain. C'est vrai que même si c'est un terrain municipal, et donc ce terrain est affecté à l'Olympique de Ngor. Mais c'est sur du roc hein, que les joueurs jouent au football à Ngor. Mais quand ils font des efforts très louables. Exact. Alors, si vous le voulez bien, Sarah, nous allons repartir au Cap Skirring. Je le veux. Voilà, vous voulez bien. Et là, nous allons écouter l'entraîneur en chef des écoles de football de Cap Skirring. Il s'agit bien sûr d'un autre Mamadou, mais celui-là, c'est Mamadou Sonko. Bon, pour l'entrée de l'école de football, là, on demande une cotisation annuelle de 3 000 francs par élève. Ce sont les 3 000 francs là qu'on réunit pour acheter les ballons, le matériel didactique là pour pouvoir jouer. Parce qu'on ne pouvait pas demander à chaque parent de donner un ballon à son fils pour qu'il vienne à l'école de football. Par contre, on ne paye pas à la fin du mois. Tout ça, c'est pour aider les gens et pour booster les gens, pour pousser les autres à envoyer leurs enfants à l'école de football. Bon, on ne fait que du social,
c'est pour aider les gens. Comme ici, les gens aiment le football, bon, on est obligé de les aider. Moi, ça fait depuis 1998, on a créé cette école de football-là. Je suis là jusqu'à présent. Et on se débrouille. Chaque année, c'est avec les maigres moyens-là qu'on se débrouille. Le terrain, c'est pendant la saison sèche. Hein. Si c'était la saison n'est plus, hein, là, tu vois, on aurait tout arrêté. Mais s'il pleut, on ne peut pas jouer. Ouais, parce que tout le temps inondé, tout ça. Là. Sur le plateau, après, ces belles images. Bon, après, de toutes les façons, on sait que on a tous un peu, bon, peut-être pas nous les filles, mais les garçons, vous avez peut-être tous un peu joué sur des terrains comme ça quand vous étiez plus jeunes. Qui jouent au ballon. Maintenant, oui, d'accord. Bon, les filles aussi, mais peut-être un peu plus les garçons dans les quartiers. C'est sur ces terrains de sable que les gens s'entraînaient et tout. Et vous appréciez ça? Non, c'est pas normal. Il faut alors vous appréciez ces terrains assez sablonneux avec ces crevasses, avec les poules, ces accessoires du terrain. Il y a des poules, des coques. C'est un terrain d'Afrique. Hein? Vous avez également tout un tas d'immondices, etc. Alors, comme le disait l'entraîneur Sonko, pendant l'hivernage, pas de football. Ouais, bon, enfin, c'est pas normal, évidemment. Il faut un terrain bon pour que cette équipe puisse s'entraîner comme il faut. C'est l'équipe de football de Cap Skirring, c'est ça? Voilà, l'équipe de football de Cap Skirring avec aussi son école de football. Alors là, je disais tout à l'heure, je parlais de Aliou Bachi, l'avancante actuelle de Casa Sport, et qui a fait ses premiers pas sur ce terrain-là. C'est-à-dire, donc, si ces jeunes sont aidés, véritablement, il faut appuyer non seulement le club de Cap Skirring qui évolue en National 2, mais également l'école de football. Alors là, ils ont d'énormes difficultés. Et d'ailleurs, ils le disaient, ils font du social. Et donc, à 3 000 francs, le parent qui paye, c'est pour toute l'année. Il n'y a pas à payer autre chose. Alors là, véritablement, c'est des difficultés énormes. Mais justement, ils essaient d'arrondir les angles. Oui, je sais qu'Alioune Badara est aussi un peu spécialiste de tout ce qui touche au foot. Allez, vas-y. Je suis passionné. Mais ça montre pourquoi les jeunes Africains, une fois mis dans des conditions relativement bonnes, mais ils explosent dans le haut niveau. Parce qu'ici en Afrique, ils sont confrontés à des difficultés énormes pour montrer leur talent. Et donc il faut être talentueux pour jouer sur de pareils terrains. Il faut avoir le sens de l'esquive, comment dribbler son adversaire, tout en dribblant le terrain. Parce que c'est extrêmement compliqué. Il y a des bosses et tout cela. Donc ce qui fait que le joueur africain, il a un talent inné. Donc quand il va en Europe, mais ça devient très facile pour lui. Oui, bon, maintenant, après, on ressent cette différence aussi au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple. On voit que les équipes africaines, comme les spécialistes disent que la CAN est différente des autres compétitions, de la Coupe du Monde, par exemple, où on a vraiment de belles pelouses et tout. Là, c'est des joueurs, ou même le CHAN, carrément, c'est encore plus... Là, on sent véritablement la nette différence. La contre-performance des joueurs africains à la Coupe d'Afrique, parce que ce n'est pas une excuse valable non plus. Bon, en Coupe du Monde, je pense que c'est plutôt une question, je parle sous le contrôle du doyen, mais je pense que c'est plutôt par rapport c'est une question tactique. Donc est-ce qu'on a cette maturité tactique-là pour franchir le dernier pas, pour être enfin dans le carré d'as mondial? Moi je pense que c'est à ce niveau que nous pêchons. Mais du point de vue talent, organisation et tout, les équipes véritablement africaines sont bien affûtées. Voilà. Très bien. Ouais, c'est vrai qu'au début peut-être de ce siècle, les Africains, ils avaient un problème au niveau tactique. Et c'est d'ailleurs ce que reconnaissaient bien les entraîneurs étrangers qui venaient monnayer leur talent en Afrique. Le grand problème des Africains, c'était plutôt un problème tactique, mais pas un problème technique. Sur le plan technique, les joueurs africains étaient pratiquement doués et sur le plan physique également, il y avait à préparer quelque chose puisque les Africains, en général, techniquement, eh bien, on faisait un peu du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, avec l'entraînement moderne, c'est vrai que là, ce n'est plus cette méthode empirique qui était utilisée, mais là, c'est véritablement un entraînement avec une pédagogie moderne et on peut dire même la pédagogie assez synthétique qui permet aujourd'hui eh bien, aux entraîneurs de développer le football africain. Mais un problème reste, c'est celui des infrastructures et tu en as bien parlé ce matin avec ce terrain qu'on a pu voir à Cap Skirring, hein, vraiment
vraiment, je ne sais pas si on doit parler de terrain. Terrain vide ou vague, je ne sais pas, peut-être. Merci, coach Tandara, de nous avoir amenés à Cap, où on garde encore de merveilleux souvenirs liés à la célébration des 5 ans de la matinale, des souvenirs qu'on a pu partager avec vous. Il est 6h54, nous sommes toujours en direct. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous souhaitons la bienvenue. Premier invité de ce matin, il s'agit de l'écrivain Jean Dib Ndour qui vient nous parler d'itinéraire d'un enfant d'Afrique. Alioune Badara, tu présentes le livre aux téléspectateurs comme plaisir, ça. Hein, parce que oui, livre itinéraire d'un enfant d'Afrique. Voilà, c'est le livre de Jean Dib Ndour. Il vient un livre autobiographique qui parle un tout petit peu de son parcours, mais aussi de notre culture et de cet art. Jingle. Et on passe à l'invité. Bon, j'ai essayé de brosser un tout petit peu tout ce qui touchait à votre présence ici sur le plateau. Je laisse le soin à Alioune Badara Kane de vous introduire. Il a abordé tellement de sujets, hein, même l'euthanasie. Il a abordé dans le livre. Hein, il a eu le courage de l'aborder, un sujet extrêmement délicat. Donc, il retrace un peu l'itinéraire d'un enfant d'Afrique. N'importe quel Africain, jeune Africain, se retrouverait dans ce livre. En tout cas, moi, je m'y retrouve. Hein, et certainement, je ne suis pas le seul. D'emblée, vous nous dites, et je vous cite, telle une mère, le village natal ne se remplace jamais. Donc j'ai l'impression que vous prenez l'enracinement à l'image d'auteurs comme Amadou Ampateba dans Amkoulel, l'enfant Peul, ou encore Kamara Laye dans L'enfant noir. Oui. Ou bien je me trompe là? Non, justement, merci de m'avoir invité sur le plateau de Kenkeliba. C'est vrai que tout au début, au niveau des chapitres, j'ai essayé de parler de la sagesse africaine. Parce qu'on avait, à chaque fois, on avait entendu que l'Afrique n'avait pas d'histoire, que les écrits restent et que les paroles s'envolent, qu'on n'avait pas de tradition. Donc les chapitres sont jalonnés de proverbes africains. Donc dont celui que vous venez de citer, telle une mère, le village natal ne se remplace jamais. Donc c'était une manière de montrer que quoi qu'on puisse être, où qu'on puisse se trouver, on doit pouvoir justement avoir cet enracinement, ces valeurs traditionnelles, ces valeurs qu'on nous a inculquées, qui peuvent éventuellement nous aider à se surpasser, à aller de l'avant pour pouvoir justement s'en nourrir et être bien avec soi-même et également avec les autres. Et je signale que votre village natal est Nguyen dans le département de Mour. Ouais. Alors décrivez-nous un peu Nguyen. Bon, Nguyen a été connu dans les années 2000 justement avec l'événement du ministre Ousmane Tanor Dieng qui est un enfant, qui est voilà, tout à fait. Donc, j'ai essayé les politiques que j'ai essayé de taquiner un peu tout au long de l'ouvrage. Et puis Nguyen, il se trouve qu'on n'avait que l'école primaire. Donc une fois qu'on avait l'entrée en 6e, on n'avait pas la possibilité de continuer les études au sein de son village natal. Donc j'étais obligé d'aller à Joal Fadiouth dans une famille d'accueil. C'est là que j'ai pu continuer mes études de la 6e jusqu'au bac avant de venir à l'université et continuer mes études en France. Donc Nguyen, justement, il y avait cette forme de solidarité, cette forme de lutte, de football, de sport qu'on pratiquait, mais c'était... Sur des terrains comme ceux. Voilà, c'était anarchique, des cailloux, on avait des entorses et autres. Tantôt, je parlais de terrain d'Afrique. C'est ça. Exactement. On avait des entorses, il y avait la vieille maman, la sagesse qui nous aidait à soigner, parce qu'au niveau de santé, c'était pas tout à fait ça non plus. Donc il y a ces problèmes d'infrastructure, il y a ce problème d'entretien des sportifs et autres. Donc les jeunes, mais bon, c'était des jeunes, on était insouciants, on était inconscients, innocents. Donc pour nous, la vie, elle venait telle qu'elle venait, et puis on ne se posait pas véritablement de questions. Donc on allait au champ également, et puis après le champ, il y avait le football qui nous réunissait, il y avait également la lutte traditionnelle, donc on se retrouvait tous. Et le soir, on rentrait à la maison, la maman nous donnait une petite tapate, on était tellement sale. Donc cette atmosphère de village, c'est là où j'ai grandi, là où j'ai évolué. Et comme vous disiez, c'est une atmosphère assez... qui est comme, voilà, qui idyllique, voilà. À la limite. Exactement. Et parfois, on a pas mal de souvenirs du village et... C'est vrai qu'on voit aujourd'hui comment les villes, les villages évoluent. Aujourd'hui, on a un petit pincement au cœur parce qu'il y a certaines valeurs, certaines richesses qui se perdent et c'est quand même assez triste. Il faut bien brosser le tableau, hein, parce que Nafissatou est là. C'est peut-être que pour les 6 ans de Kenkeliba, on sera là-bas. On sera où? À Nguyen, à Nguyen. On poursuit là-dessus. Peut-être même avant. Bon, j'ai fait tomber. Bon, la cuillère dit oui. Hein. La cuillère a dit oui, très bien. Si on se met carrément dans les traditions africaines, la cuillère a dit oui. Ah oui.
non. Donc certainement, Inch'Allah, si on est encore là, en 2016, on viendra à Nguyen. On ne va pas venir exprès pour ce genre de manifestation. Et je pense que d'ailleurs le Tanor Dieng, l'homme de Nguyen qu'on entendait souvent à l'époque, est également le maire actuel. Donc je pense que c'est une initiative qui est à saluer et qu'il va encourager. Ça, très bien. Et dans le livre, vous dénoncez la pédagogie un peu archaïque de ces enseignants-là qui manient mieux le fouet que la craie. Ça veut dire que vous avez été traumatisé par ça, c'est un sujet très sensible. C'est très sensible. Bon, c'est vrai qu'à l'école, j'étais loin d'être un enfant de cœur, donc j'ai eu à partir de la cravache. Mais je n'étais pas le seul d'ailleurs. Il y avait une méthode qui m'a énormément marqué, qu'on appelait 4 gaillards. Donc l'enfant était sur la table. Il y avait 2 gaillards qui tenaient les deux bras et les 2 de derrière. Et il avait l'oisiveté de taper, de se défouler sur l'enfant. Et c'est vrai que c'était des méthodes assez pénibles, assez dures. Et il y a même des élèves qui étaient relativement très brillants. Du fait de cette violence, ont arrêté carrément l'école. C'était quand même assez triste. Mais bon, à l'époque, dans les villages, il y avait le spirituel et le temporel. Il y avait le prêtre ou l'imam et il y avait l'enseignant. Donc l'enseignant avait été quand même, il était invité dans les maisons, c'était vraiment quelqu'un qui avait le savoir et qui était un peu adulé. Et d'ailleurs, si on faisait des bêtises à la maison, on disait, je le dirais à l'enseignant, attention.